Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale Sénégal. Le dossier du jour sera consacré à la modernisation des infrastructures dans le pays. Et au sommaire également de cette émission, l'actualité du continent, bien évidemment, c'est la victoire de Mahamadou Bouhari à l'élection présidentielle du Nigeria. Et réunion ce 8 avril des États d'Afrique centrale et de l'Ouest pour définir une stratégie militaire dans la lutte contre Boko Haram. Au Burkina Faso, les familles des victimes de la révolution demandent réparation et car la compagnie aérienne nationale du Congo voit plus grand et inaugure de nouveaux vols. Et ils sont avec nous tout au long de cette émission pour en parler. Nos éditorialistes, Samuel Niambok. Samuel, bienvenue. Merci Amira, bonsoir. Gracien Roukiné-Kiza. Gracien, merci d'être avec nous ce soir. Merci Amira, bonsoir à tous. Et Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue parmi nous. Bonsoir Amira et bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Mahamadou Bouhari est le nouveau président de la République fédérale du Nigeria. L'annonce a été faite par la commission électorale. Rappelons que cette élection a tenu en haleine pendant plus de 48 heures le pays le plus peuplé du continent. Il faut dire que les attentes sont nombreuses, surtout dans ce contexte économique dégradé par la chute des cours du pétrole, mais aussi et surtout par Boko Haram. Kekeli Afetou. Pour la première fois depuis 1999, c'est un opposant qui remporte la présidentielle au Nigeria. Mahamadou Bouhari, un ancien général originaire du nord du pays, accède à la magistrature suprême. Après 4 tentatives infructueuses, il semble avoir trouvé la bonne formule. Lors de son premier discours, le nouveau président qui a reçu les félicitations de son prédécesseur Goodluck Jonathan a tenu à le remercier pour son geste après sa défaite. Le président Jonathan m'a appelé hier à 17h50 pour me féliciter de ma victoire. J'aimerais que tous les Nigérians m'accompagnent afin de le remercier pour ce geste. Il aura de ma part et de mon équipe de la compréhension, du respect et de la coopération. Par ailleurs, le nouveau président élu n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'endroit de la population qui lui a fait confiance en votant pour le changement. Vous avez voté avec votre cœur. Ce vote prouve que vous croyez en un avenir meilleur pour notre pays. Le changement que vous désiriez est là désormais. Cette victoire, elle est à vous. Les gens ont montré leur amour pour notre nation et leur foi en la démocratie. Battu à la présidentielle de 2003 par l'ancien président Olusegun Obasanjo, cette victoire du candidat de l'opposition est une preuve, selon les observateurs, de la maturité de la démocratie de ce géant de l'Afrique. Samuel, votre réaction après l'annonce des résultats de cette élection présidentielle? Oui, ma réaction elle est toute simple. C'est pour d'abord féliciter le général et ensuite apprécier la maturité politique qu'a fait preuve le peuple nigérian. Il faut aussi souligner que la chance n'a plus suffi cette fois pour Goodluck Jonathan et qu'il a bénéficié des circonstances toutes particulières au cours de son parcours politique et que le moment est arrivé pour que les déterminants les plus importants puissent s'exprimer pour la réélection. Et donc, face à cela, il n'a pas marqué particulièrement les esprits des Nigérians et des Nigérianes dans sa façon de gérer le pouvoir. Les choix qu'il a opérés n'ont pas été constructifs. Il y a un décalage sur le plan économique entre les différentes régions. Il y a le taux de chômage qui n'a cessé d'augmenter depuis qu'il a pris le pouvoir. Mais il y a aussi les disparités, les clivages, les divisions au sein du parti depuis qu'il a été élu à la tête du pays. Donc ce sont autant de clivages qui ont fragilisé d'abord sa propre famille politique, mais aussi la gestion du pouvoir, les questions économiques et principalement les questions sécuritaires lui ont fait défaut. Et je pense que le général Bouhari a fait campagne sur les faiblesses, les échecs du gouvernement. Et il a su capitaliser son expérience en matière de défense, de sécurité pour susciter l'adhésion des populations nigériennes.
Alors, Gratien Samuel vient de mettre en lumière quelque chose de flagrant, c'est cette maturité politique dont a fait preuve les Nigérians, la population nigériane, mais aussi Goodluck Jonathan peut s'attendre à ce qu'il félicite aussi rapidement son adversaire. C'est un exemple pour les autres présidents et ça m'a fort touché personnellement parce qu'il y a peu de présidents qui félicitent et qui reconnaissent la victoire avant même que la Commission nationale déclare les résultats. Oui, justement, c'est qu'il a compris. En même temps, il faut dire que le peuple nigérien, c'est un peuple qui est mûr. C'est un peuple qui a connu beaucoup de coups d'État et cette fois-ci, avec l'alternance, c'est une occasion vraiment d'entrer dans la démocratie, de bien l'asseoir. Et il faut dire que Goodluck Jonathan, il a perdu aussi, on peut pas le nier, parce qu'en réalité, c'était un musulman qui devait être du Nord, qui devait être candidat pour son parti. Rappelons que le Niger est fondu sur des équilibres entre le Nord et le Sud. Il y a l'alternance au sein du même parti, donc ce qui n'a pas été fait, éventuellement qu'il a perdu des points, des voix, parce qu'il a refusé cette alternance. Mais toujours, le calme qui a guidé les Nigérians au niveau des élections démontre vraiment que c'est un peuple qui peut même arriver à vaincre Boko Haram parce qu'ils sont allés voter malgré les menaces et malgré tout ce qui pouvait se passer. Alors Jean-Marie, beaucoup de chantiers attendent Mouhamadou Bouhari. Beaucoup de chantiers, effectivement, Amira. Bon, je tiens d'abord à saluer le fait que l'alternance commence à fonctionner dans la plupart des États africains. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie dans les africaines. Dans la mesure où jusque-là, nous avons vécu des événements, c'est-à-dire qui étaient, nous l'avons souvent, si vous voulez, déploré sur le plateau, c'est qu'il y a la reconduction de la même personne. Bon, le Nigeria, ça s'est très très bien passé. Il y a d'autres États en Afrique qui ont quand même ouvert la route. Il y a le Bénin, il y a le Sénégal. Donc, ce qui veut dire que l'Afrique commence à mûrir, à devenir de plus en plus mature et que les individus dans la société voient que vous n'avez personne, aucun individu dans ce monde, si vous voulez, n'a un pouvoir, si vous voulez, qu'il place au-dessus des autres. C'est-à-dire on a plus ou moins les mêmes capacités. Et moi, je salue cette alternance dans la mesure où elle permet à chacun de venir, vous faites ce que vous avez à faire, vous laissez la place à d'autres, ils améliorent aussi à leur tour. Bon, mais maintenant, pour la question que vous m'avez posée concernant le Nigeria, évidemment, Amira, le chantier est relativement grand. Déjà, il y a le Boko Haram dont on a parlé, qu'on vient de sécuriser dans un premier temps le territoire. En dehors de la sécurisation du territoire, il faut relancer l'économie nigériane sur tout le territoire, parce que jusque-là, si vous voulez, la partie de l'Est, là où est né Boko Haram, si vous voulez, les gens réclament quoi, ils se disent que ils sont en marge par rapport au grand développement du sud du Nigeria. Donc pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, relancer l'économie, je pense qu'une fois que Boko Haram sera plus ou moins, Boko Haram sera vaincu, je pense que le Nigeria partira, si vous voulez, sur une croissance malgré la conjoncture internationale qui fait en sorte que tous les indicateurs économiques ne sont pas au vert, mais je pense que le Nigeria a suffisamment de moyens pour pouvoir accélérer sa croissance avec ce nouveau président. Et Boko Haram, justement, on va en parler puisque les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest et centrale seront réunis en Guinée équatoriale ce 8 avril pour un sommet contre le groupe terroriste. Depuis un mois, les troupes tchadiennes, nigériennes et camerounaises patrouillent aux abords de la frontière nigérienne pour neutraliser Boko Haram. Non, sans difficulté, cette rencontre devra permettre à l'Afrique d'affiner sa stratégie militaire dans cette lutte. Ibrahim Ndiaye. La Guinée équatoriale accueillera un sommet extraordinaire sur la stratégie de lutte contre Boko Haram le 8 avril 2015 à Malabo, qui réunira les chefs d'État de la CEEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ainsi que de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La coordination des troupes ainsi que le financement seront au cœur des débats. Les enjeux qui vont être discutés lors du sommet de Malabo concernent, je pense, le financement de cette force multinationale, de cette force africaine, en sachant que la plupart des États qui se sont engagés ont souligné que pour le moment personne n'avait mis la main à la poche. Donc je pense que la question du financement va être discutée. D'autre part, sans doute la question de la coordination et également la réflexion sur la manière dont l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest pourraient se coordonner dans la lutte contre le. Donc je pense que ce sont les principaux enjeux. Récemment, le président tchadien Idriss Déby Itno s'est inquiété de la passivité des soldats nigérians. La répartition de l'effort de guerre sera donc également au centre des discussions. On peut penser qu'il va être renforcé, mais encore une fois, il faut des moyens. Le président Déby a régulièrement souligné que pour le moment, le Tchad, supportait un effort de guerre qui n'a pas les moyens de maintenir dans la durée.
Donc il faut financer cette armée à l'échelle régionale. Donc je pense très sincèrement que la question du financement et par conséquent du commandement va être âprement discutée et débattue. Rappelons que les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale avaient réaffirmé à Yaoundé lors du sommet de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le 16 février 2015, leur ferme volonté de soutenir les efforts de guerre du Tchad et du Cameroun au travers d'un plan de guerre à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Gratien, que doit-on attendre de cette nouvelle réunion? On attend beaucoup de choses, mais en même temps, moi je pense qu'on passe toujours à côté. Cette guerre contre Boko Haram maîtrise le terrain. Boko Haram a son plan de guerre. Et on n'a jamais vu, on n'entend pas parler de plan de guerre contre Boko Haram pour les pays, au niveau des pays de la sous-région. Quel bilan dressez-vous depuis le début de cette alliance militaire? Il a commencé il n'y a pas très longtemps, mais... Oui, ça existait sur le terrain, mais on peut dire que c'est de l'improvisation. Il y a des attaques d'un côté, de l'autre, mais en même temps, il n'y a pas de coordination. On a l'impression que les gens qui se battent, même les Tchadiens, ils se battent très bien, mais ils se battent contre un ennemi qu'ils ne connaissent pas. Au niveau militaire, ce sont les militaires qui disent il y a une méthode qu'on appelle une méthode de raisonnement tactique. On se bat contre un ennemi qu'on connaît, quels sont les moyens de l'ennemi, on les connaît, où est-ce qu'ils se trouvent. Or, on a l'impression qu'ils se battent contre un ennemi qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas où il est. Et on n'a pas un plan de guerre général en se disant la progression va se passer pendant ce délai, on va être à tel endroit, la coordination entre l'aviation, tout ce qu'on a comme armée, le Nigeria, le Tchad, ça n'existe pas. On ne voit pas de coordination. Ce qui fait qu'on fait la guerre. Pour moi, on fait la guerre pour faire la guerre. Mais on n'a pas réellement commencé la guerre contre Boko Haram. Il faut vraiment le dire. Alors, Jean-Marie, vous partagez l'avis de Gratien parce qu'autour de ce plateau, on a souvent pointé du doigt ce manque de coopération militaire. On y est aujourd'hui. Et pourtant, Boko Haram sévit toujours autant. Je suis tout à fait d'accord avec Gratien parce que en Afrique, on ne prend jamais, c'est-à-dire en compte les événements, si vous voulez, dans leur quintessence. Ça voudrait dire quoi? Le mouvement de Boko Haram est né, les gens ont pris ça comme si c'était un peu, comment dirais-je, un petit groupuscule, qu'ils sont exactement. Parce que normalement, les États que vous avez, dans le reportage, on nous disait que le Tchad se plaint, comment dire, de la non-coopération du Nigeria. Le Nigeria qui est le premier État concerné, j'ai l'impression qu'en termes de coordination, et de stratégie militaire, n'y est pas. Ils regardent les autres se battre, peut-être qu'ils se disent, au niveau du sud, ils sont au sud, ils ne savent pas ce qui se passe à l'est du pays, dont les plus concernés, c'est quoi, sont les pays frontaliers. Donc à partir de cet instant-là, le manque de coordination, ce que j'ose espérer par rapport à la réunion qui aura lieu concernant la stratégie à mettre en place, que chacun se dira que, effectivement, le problème de Boko Haram, nous l'avons suffisamment négligé. Il faut mettre les moyens dont parlait Gratien là tout à l'heure. Il faut mettre ces moyens en place, ces moyens humains et ces moyens militaires là. Parce que jusque-là, Boko Haram continue toujours, si vous voulez, à faire des victimes, alors que quand on regarde les États qu'il y a autour de Boko Haram à côté, je veux dire, franchement, il faudrait que les États en prennent compte et qu'on mette en place les moyens et les ressources nécessaires pour éradiquer surtout les violences et les méfaits. Et la déstabilisation économique, on n'en parle pas suffisamment. D'un côté, on nous parle d'Ebola, mais en Afrique centrale, c'est énorme. Il n'a qu'à voir un peu les relations, si vous voulez, commerciales entre le Cameroun et le Nigeria sont relativement touchées. C'est un manque à gagner pour les deux économies qui est énorme, qui se chiffre à des milliards et des milliards de francs CFA aujourd'hui. Donc, il est quand même temps, on prône, si vous voulez, en Afrique, l'émergence. Cette émergence a besoin de stabilité et de paix pour qu'elle soit vraiment durable. Et il faut que les dirigeants se rendent compte que sans cette paix et cette sécurité-là, l'émergence ne peut pas être possible pour ces États-là. Oui, parce que, Samuel, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'on parle d'une coopération militaire entre des États quand même puissants. En Afrique, on parle du Nigeria, première puissance économique, on parle du Tchad, réputé pour avoir une armée compétente. Alors, cette multitude de pays combattent Boko Haram, un groupe, on parlait même d'une secte islamiste au début, tellement c'était ridicule. Et on a du mal à comprendre pourquoi cette coopération militaire se révèle être un échec. Elle se révèle être un échec parce qu'elle se heurte à des contraintes et à des déficits capacitaires sur le plan institutionnel, capacitaires aussi sur le plan opérationnel. Le format des armées n'est pas disposé à coopérer, à mettre en place des structures multinationales de défense communes, de sécurité collective. Ça veut dire quoi, que cette coopération militaire ne fonctionnera jamais sur le terrain ?
Peut-être qu'elle fonctionnera, mais est-ce que Boko Haram restera les bras croisés pendant que tout cela va se structurer? Je ne pense pas. Ce qu'il faut simplement relever, c'est qu'il faut aussi être prudent sur la stratégie ou la riposte que Boko Haram peut faire. Aujourd'hui, je pense qu'on consacre beaucoup de moyens à combattre, comme Gracien le soulignait tout à l'heure, un ennemi qu'on ne voit pas. Il y a des succès militaires sur le terrain. Un ennemi qu'on ne voit pas, on sait où se trouvent les membres du groupe terroriste. Ils ont occupé des territoires. On parle de plus de 36 localités qui sont retombées sous le contrôle de l'armée fédérale nigériane, mais on ne nous donne pas des chiffres en termes de pertes en vies humaines côté Boko Haram. Ça veut dire que cette capacité de nuisance reste enfuie au sein de la population. Boko Haram a cette capacité de fondre dans la population et conserve sa capacité de nuisance et peut la déployer à tout moment. Maintenant, est-ce que la réunion de coordination qui va avoir lieu à Malabo va permettre d'aller plus loin? Attendons de voir si déjà les États qui ne sont pas directement concernés vont apporter un financement important aux pays qui sont en train de consacrer des efforts importants pour lutter contre Boko Haram, avec des conséquences économiques graves, Jean-Marie l'a souligné, sur leurs économies nationales. Donc là, il faut se préparer à une guerre de longue durée et cela coûte excessivement cher. Gracien, vous vouliez rebondir sur les propos de Samuel? Oui, juste pour ajouter, la guerre contre Boko Haram, justement, la façon dont elle est menée. On peut dire déjà que le Tchad ne dispose pas d'une armée plus importante que l'armée nigériane. Par contre, on voit ce qui se passe. Et en même temps, Boko Haram, on peut se dire qu'ils savent où il est. Mais en même temps, si on sait où se trouve Boko Haram, toutes les guerres sur le plan militaire, ça se passe au niveau de l'encerclement. On sait où il se trouve, pourquoi ces armées n'encerclent pas. On sait bien que le maréchal von Paulus, par exemple, à Stalingrad, il a été vaincu parce qu'il a été encerclé par les Russes. Et ça fait un moment qu'on pousse Boko Haram sans vraiment l'encercler, sans essayer de passer au niveau des bombardements aériens. Les Tchadiens ont commencé, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une tactique, il y a une stratégie pour vaincre Boko Haram. Il faut vraiment que les généraux de ces régions ouvrent les yeux. Et ce sera le mot de la fin pour cette première partie, puisque c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite, à tout de suite.